il y a 6 ans maintenant, avec une troupe de copains, enfin avec un groupe de copains, on a monté une troupe de comédie musicale et il a fallu faire les premières payes et c'est tombé sur moi. Et voilà, et je j'y connaissais pas grand-chose et il a fallu se former et effectivement, j'ai une des choses parmi plusieurs, mais qui m'a frappé, c'était quand même que, bah, il y avait pas forcément beaucoup de contenu. Et quand on avait du contenu, c'était souvent du contenu très précis, Mmh. mais très jargonesque et cetera. Alors effectivement, ça convient sûrement à la personne qui connaît déjà bien et voilà et qui a besoin du manuel très épais et exhaustif. Mais j'avais le sentiment, la conviction qu'il y avait un niveau d'accessibilité, de vulgarisation, Mmh. possible pour des gens qui avaient pas besoin de ce degré de détail-là et qui auraient préféré quelque chose de plus simple, moins chronophage et c'était pour autant amplement suffisant, quoi. Donc, c'est avec ça, c'est sur ce constat-là qu'on a appliqué notre ADN de la pédagogie, qu'on porte tous un peu, je pense, dans la boîte, à ce sujet-là. Mmh. En plus, c'est marrant parce que tu as fait une école de commerce avant, Ouais, tout à fait. mais c'est vraiment ton intérêt pour l'artistique à côté qui, d'un coup, a fait que, ces 2 vocations chez toi, on va dire, se sont rencontrées et qui Ouais, ont été à on l'initiative de cette entreprise? oui, tu as raison, tu as raison dans les faits. Dans le pragmatique, c'est presque un peu plus naïf que ça, j'ai envie de dire. OK. Tu vois, dans le pragmatique, c'est bah, moi, je bossais effectivement, j'ai fait ce diplôme en école de commerce. Je bossais après en e-commerce et puis, j'ai toujours eu, je pense, cette envie d'entreprendre, tu vois? Sans trop savoir dans quoi, en cherchant un peu l'opportunité. Et et puis voilà, puis à un moment, je me suis retrouvé, dans cette situation, comme je t'ai dit, à devoir faire des payes. Puis là, tu dis: «Bah, quand même, j'ai l'impression qu'on pourrait faire différemment, qu'on pourrait peut-être travailler un peu mieux que ce que j'ai pu expérimenter en tant que client, que peut-être on pourrait apporter un contenu différent». Et puis quand même, c'est sympa, de bosser dans le milieu de la culture et puis c'est sympa d'aller voir, des clients de temps en temps au théâtre. Bah, tu vois, c'était presque un peu plus naïf quoi de Mmh. voilà, à un moment, je dis: «Bon, bah, là, il a l'air d'avoir un alignement de planètes, on y va», tu vois? Mais Mmh. c'est ça a presque accouché comme ça. Même si tu as raison, à la fin, c'est le mariage un peu de 2 cultures, ouais. Guillaume, bonjour. Bonjour, Tu es le fondateur de Culture Paix donc. tout à Je fait. suis très heureux de te recevoir aujourd'hui dans la troupe. Vous avez la même fibre que nous qui est tout simplement de rendre le monde professionnel plus accessible aux artistes et c'est ce que tu as fait en créant donc il y a 5 ans maintenant, hein, c'est à peu près ça Culture Paix. Tout à fait. Est-ce que tu peux me dire en quelques mots, qu'est-ce que fait Culture Paix pour les employeurs d'intermittents du spectacle vivant? Ouais, tout à fait. CulturePay, c'est une solution en ligne. C'est culturepay.fr. Ça s'adresse effectivement aux employeurs d'intermittents. On parle de théâtre, on parle d'audiovisuel, on parle de films publicitaires, on parle de studios d'enregistrement. Alors, on parle de tous les secteurs qui sont confrontés ou qui peuvent embaucher des intermittents. Et en fait, quand tu vas vouloir embaucher un intermittent, tu vas dans le mot intermittent, en fait, il y a salarié. Donc tu vas Ouais. embaucher un salarié Mmh. et donc tu vas devoir faire un contrat de travail, tu vas devoir faire un bulletin de salaire, tu vas devoir faire tout un tas de paperasses qui accompagnent le bulletin de salaire et qui sont propres au fait que c'est un intermittent. Tu vas devoir payer ton salarié, lui faire un virement pour lui donner le montant qui est en bas du bulletin. Puis après, tu vas devoir faire tout un tas de déclarations à différentes caisses de cotisation qui sont en fait ces déclarations, c'est les obligations que toi tu as en tant qu'employeur parce que s'il y a un salarié, il y a un employeur et l'employeur c'est toi. Et bah, Culture Pay en fait, ça permet de faire tout ça. Mmh. Ça permet de faire tout le tas et ça permet notamment avec, un ADN qui est le nôtre et qui est un ADN, un peu de pédagogie, de simplification et cetera. Ça permet de le faire en n'ayant finalement pas trop de connaissances de paye, Mmh. parce qu'on a réussi, je crois, dans notre parcours et dans notre site à gommer les petites aspérités, gommer les choses un peu complexes, de telle sorte que, bah, finalement tout ce parcours-là qui peut paraître un peu dur, tu vois? Mmh. Toute cette montagne qu'il faut gravir, administrative, bah, voilà, on puisse essayer de la réduire un peu pour toi. Vous êtes un facilitateur d'administratif, en fait, pour les entrepreneurs du spectacle vivant? Exactement, sur un domaine bien spécifique, parce qu'il y Mmh. a plein de sujets différents, mais sur un domaine bien spécifique qui est effectivement embaucher ton salarié, quoi. Mmh. Faire l'admin lié à l'embauche de ton salarié. Donc Ouais. contrat de travail, bulletin de salaire, paiement, déclaration. Mmh. On est d'accord quand même que, techniquement, sur le papier, les personnes qui sont à l'initiative de projets et qui veulent employer des intermittents, sur le papier toujours, pourraient le faire eux-mêmes. C'est juste que ce sont des démarches qui sont relativement longues, complexes et vu que ce sont des obligations légales, faut faire attention de faire les choses correctement. Oui et non. Ouais, Oui et non. ça c'est intéressant. Dans le sur le pa enfin, dans la parfaite théorie, Mmh. effectivement au début c'était pensé comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement tu pouvais tout à fait, ouvrir Excel. Essayer de faire tes formules et essayer de recréer toi-même ton bulletin de salaire, donc et puis avoir en bas de ton Excel le salaire à verser à ton salarié et puis tu étais censé effectivement, pouvoir, contacter directement une à une toutes les caisses de cotisation sociale pour dire: «Bah, selon le bulletin que j'ai calculé moi-même, je vous dois tant et à quel endroit je vous à quelle adresse je vous envoie le chèque». Donnez-moi le RIB, Voilà, je donc refais le virement. effectivement à la base, tu étais censé pouvoir faire ça.
Bon, après de la paye, il faut se mettre à la place des caisses, quoi. Il y en a des millions et des millions chaque mois. Donc ils ont quand même voulu automatiser un petit peu tout ça et Mmh. aujourd'hui, si tu veux, tout la partie que je présentais il y a 3 minutes comme étant la partie: «On fait les déclarations à votre place». Aujourd'hui, toute cette partie-là, elle est ultra automatisée, elle est ultra formatée et c'est des fichiers informatiques. Très concrètement, je suis désolé, je vais lâcher là maintenant le premier jargon, la fameuse DSN, c'est la déclaration sociale nominative Ouais. quand chaque employeur doit faire à l'URSSAF et aux autres caisses chaque mois, c'est ça que nous on appelle des déclarations. Mmh. Bah, quand tu ouvres une DSN, c'est un fichier informatique de milliers et de milliers de lignes. Mmh. Voilà, donc Pas très aujourd'hui digeste. ça devient compliqué de le faire vraiment tout seul. D'accord, OK. Voilà. Oui. Donc en fait, oui, il y a quelques petites choses peut-être que les compagnies pourraient faire, mais dans l'idée quand même, ça fait appel à des compétences qui sont relativement techniques et donc, en tout cas au début, enfin moi je pense que c'est ce qu'il faut faire également, il vaut mieux se faire accompagner, ne serait-ce que sur la partie, immatriculation auprès des différentes caisses. Exactement. En Mmh, fait, tu as 2 sujets. Alors ce qui est sûr, c'est que tu vas pas ouvrir un fichier informatique toi-même pour taper ta DSN. Donc ouais. concrètement, effectivement, tu as pas le choix, il faut avoir l'outil qui va bien. Le logiciel, un logiciel Voilà, donc? le Ouais. logiciel qui va bien. Ça, c'est presque aujourd'hui, tu as plus le choix pour faire de la paie, tu es obligé d'avoir le logiciel qui va bien. Bon, bah, quand tu es une jeune compagnie, toujours dans la théorie, tu as un peu de solutions. Soit tu achètes le logiciel et tu t'en sers toi-même, soit tu fais appel à une solution, une entreprise à qui tu confies ta paye et qui va utiliser pour toi un logiciel qu'elle détient. Mmh. Bon, la solution 1, avoir son logiciel et l'utiliser soi-même, c'est assez peu fréquent pour des projets qui démarrent, pour une raison simple, c'est qu'un logiciel, ça coûte cher. Mmh. On est rarement au-dessous de 2 000 € le logiciel Ouais. par an, Ouais donc ça coûte cher et et oui, puis c'est un après abonnement en plus, hein, voilà c'est et pas après c'est pas tout que de l'avoir, il faut savoir s'en servir. Bon et donc un logiciel, bah, c'est toi-même qui vas faire le paramétrage. S'il y a un changement de taux URSSAF, tu dois toi-même rentrer dans le moteur du logiciel pour aller changer et absolument, cetera et il faut faire cetera. une veille, donc c'est-à-dire faut toujours se renseigner sur quel nouveau taux est sorti, de C'est telle ton cotisation. logiciel, Ouais, donc c'est ouais, ouais. toi qui le mets à jour. Bon, Mmh. hem, évidemment, on déconseille ça à des petites compagnies, qui démarrent. Déjà parce que en général, quand on démarre, on a bien d'autres choses à faire, que de se former là-dessus. On a bien d'autres risques à prendre que de mettre à jour son propre logiciel et puis parce que nous, on le voit aussi avec notre expérience, les gens qui lancent, des compagnies, en général, ils viennent pas de là. C'est pas des administrateurs. Mmh. C'est un metteur en scène, c'est un comédien, c'est un humoriste et cetera et en fait, ces gens-là, ces artistes-là, leur, il faut qu'ils restent concentrés sur leur métier. Enfin, c'est ce qu'ils savent faire de mieux, c'est ce qui les Absolument. épanouit, c'est ce qui épanouit le public, il faut qu'ils se Mmh. concentrent là-dessus. Donc évidemment, nous, on a plutôt tendance et c'est ce qu'on voit dans le concret, à orienter vers la deuxième solution qui est, bah, confier votre paye à un prestat de paye. Nous en sommes un, il y en a d'autres évidemment, Mmh. plus ou moins numérisés, enfin plus ou moins «en ligne» entre guillemets. Il y a plein de solutions différentes et il y a clairement de quoi trouver chaussure à son pied sur la question. Mmh. Mais évidemment, on a plutôt tendance à orienter vers le second modèle, ouais. Est-ce que tu dirais que le fait que tu sois toi-même artiste à côté, t'a permis de mieux appréhender les problématiques des artistes lorsqu'ils sont venus te voir, pour, être accompagnés par Culture Paix? Est-ce que tu penses que tes activités artistiques ou même la vision du milieu t'a aidé à concevoir cet outil qu'est Culture Paix? Probablement un peu. Probablement un peu. Je pense pas sur le volet, me mettre à la place d'eux. Parce que concrètement, moi, oui, je suis un artiste du dimanche, voilà, je fais ça avec des copains pour m'amuser. Je n'en vis pas, j'ai jamais eu l'ambition d'en vivre. Je suis très content dans mon petit milieu amateur. On fait des choses qui sont peut-être un chouïa moins exigeantes, artistiquement, mais on est tellement enthousiaste de le faire 3 fois par an que, en fait, l'énergie qu'on y met, Mmh. je pense qu'on compense les quelques imprécisions. Donc clairement, c'est pas la même dynamique. En revanche, effectivement, ça m'a amené à aimer le produit artistique, le projet Mmh. artistique et c'est ce qui m'a, je pense, ce qui fait que chez Culture P, on a tous en tête que, effectivement, même si on fait de la paye toute la journée, même si c'est notre métier, en fait, nos clients, moins ils entendent parler de nous, mieux c'est. Oui, Voilà oui, je et vois. ça, si tu veux, je pense que le fait de venir ou d'être passé, ou de continuer à faire de la musique toujours en tant qu'amateur, ça nous rappelle en permanence Mmh. qu'en fait, on n'est pas le centre du monde. Le centre du monde, c'est le projet artistique pour un artiste et nous, on est à la périphérie et on est là pour aider, on est là en support et on doit rester discret. Voilà, on n'est pas concrètement, on n'a pas on je pourrais essayer d'être un peu plus concret, hem et il y a des situations où, bah, par exemple, tu vas avoir envie de conseiller un client ou d'être proactif ou de l'appeler, machin.
Bah, rappelons-nous que l'artiste a autre chose à faire que de gérer sa paye. Donc en fait, on va peut-être faire les choses nous de notre côté, essayer de gérer le truc tout seul et d'avancer le plus possible tout seul Mmh. pour lui proposer une solution. Tu vois? Donc Mmh. c'est des choses un peu comme ça, et ça je pense qu'effectivement c'est nourri par le fait d'être un peu proche personnellement du sujet artistique. Mmh. Ça c'est le premier sujet et après je pense que la deuxième chose, c'est qu'effectivement malgré enfin ou grâce à mon parcours amateur, ça m'a quand même amené à côtoyer des gens qui, eux, vivent de ça et effectivement, bah, peut-être par culture de voir un peu quelles étaient leurs préoccupations, leurs besoins et cetera et peut-être d'un peu mieux comprendre, j'espère, voilà et que du coup, peut-être que j'ai l'espoir que de ce fait-là, quand un de nos clients aujourd'hui nous appelle, et qu'il tombe sur quelqu'un chez nous, ils sentent qu'il y a un peu quand même cette fibre, Mmh. culture quoi, Oui, oui, cette cette connaissance de la connaissance réalité qu'elle a et cette leur. empathie, voilà, cette Ouais, empathie tout de à la fait. réalité, ouais. Ouais. Tu vois, quand on reçoit des gens ici, la plupart du temps, au bout d'un moment, ils finissent par nous dire finalement, je suis comédien, metteur en scène et cetera et je passe 10 du temps sur un plateau à répéter ou à jouer et 90 du reste du temps, c'est bien sûr de l'administratif, du démarchage, mais en tout cas, voilà, c'est tout ce monde qui peut leur paraître un peu, parallèle, j'ai pas envie de dire obscur parce qu'en fait, c'est nécessaire à un moment donné. Mmh. Si tu veux entreprendre, même dans le spectacle vivant, il y a des obligations légales, il y a un cadre à créer, il y a des contrats de travail à émettre et il y a des payes aussi à émettre et ça, en fait, tu ne peux pas faire sans. Donc il y a un moment donné où il faut mettre les mains dans le cambouis et je trouve que vous, vous rendez ça, beaucoup plus digeste, on va dire et beaucoup plus, presque agréable. En tout cas, on a la sensation d'être pris par la main. Je précise que nous ne sommes pas rémunérés pour cette, vidéo et que nous avons choisi Culture Pay parce que, nous avions envie de les rencontrer. Est-ce qu'on pourrait, se mettre à la place d'une compagnie qui démarre et qui va bientôt mettre sur scène un projet dans laquelle elle a prévu de rémunérer, des techniciens et des artistes? Un peu comme vous l'avez fait avec Splendide Hasard, Ouais, c'est ça? tout à fait, de mémoire, tout à fait. Hem À quel moment, du processus créatif est-ce qu'il faut venir voir quelqu'un comme Culture Paix, un organisme de paix? Est-ce que c'est la veille de la représentation, pour, faire les premières déclarations et cetera? Est-ce qu'il faut s'y prendre au début des répétitions, 6 mois avant? C'est quoi l'échelle de temps qui est la plus, correcte pour un projet? Bah, d'abord, il y a des choses qui se passent avant la paye. C'est-à-dire que, un projet artistique n'a pas toujours une existence légale. Tu peux tout à fait monter, un projet où tu vas te réunir, tous les samedis avec, 4 comédiens et commencer à travailler une pièce et pourtant il y a pas une entreprise, il y a pas une asso, il y a pas une existence légale derrière. Donc déjà la première étape, avant même de penser à la paye, c'est: est-on structuré légalement pour embaucher des gens? Est-ce qu'on a une asso? Bref, est-ce qu'on a une structure pour employer? Est-ce qu'on a une structure pour, faire en sorte qu'il y ait un employeur et des salariés? Mmh. Dans le milieu de la culture, c'est quand même très souvent des associations. Donc est-ce que cette association existe? Est-ce qu'elle est immatriculée comme il faut? Est-ce que tout est en ordre au bureau? Et cetera, et cetera. Bon, déjà ça, c'est la première chose. Nous, là-dessus, assez humblement, c'est pas vraiment notre métier. Mmh. Donc on essaie de mettre un maximum de contenu en ligne sur notre plateforme, mais voilà, c'est pas, si vous appelez Culture P là-dessus, on n'a pas de service à proposer, très concrètement. C'est pas notre métier. Une fois qu'on est sûr qu'il y a toute cette, structuration légale qui existe, bah, effectivement, il y a, par exemple, une première répétition qui arrive où il va falloir, rémunérer des comédiens ou des techniciens, voire une première représentation. Effectivement, bah, approche le jour où il va falloir être employeur d'une part et salarié d'autre part. Comme c'est la première fois, il faut effectivement anticiper un petit peu. Mmh. L'anticipation, nous, on recommande, on dit que c'est quand même pas mal de nous contacter, allez, un mois avant, 1 mois 1 avant. mois avant la date de la Voilà. représentation. Ouais. Si c'est la course, évidemment et que par exemple, un employeur ou un futur employeur nous contacte une semaine avant, évidemment, on peut encore le faire. Hein, Mmh. il y a pas de 1 voilà. semaine avant, c'est encore possible? Ouais ou même ouais, ouais, complètement, Ah ouais, OK, complètement, d'accord. complètement. Je rentrerai dans ce détail-là après, Avec mais plaisir, ouais. mais si on veut être serein, nous on dit franchement appelez un mois avant, comme ça on a le temps de tout faire proprement. Mmh. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez nous contacter pour, f en prévision de faire le premier contrat de travail? Et bah, finalement pas grand-chose. Vous allez vous inscrire sur le site, vous allez y renseigner toutes les informations légales dont on parlait tout à l'heure, donc si c'est une association, le SIRET, le président, et cetera, renseigner tout ça. Hem, Nous, on va le certifier, on va vérifier toutes ces informations, on va s'assurer que c'est paramétré correctement, que ça ne va pas créer d'incident de paye parce qu'il y a un truc qui a été mal renseigné. Si c'est tout bon, il y a un gestionnaire de paye chez nous qui valide et à partir de ce moment-là, la plateforme, le compte de l'utilisateur employeur
est valide et donc cet employeur peut d'ores et déjà commencer à saisir des contrats sur le site. Mmh. Pourquoi je dis qu'au moment où vous vous inscrivez, il ne se passe pas grand-chose? Parce qu'en fait, c'est pas ça qui va déclencher toutes les démarches administratives. Ce qui va déclencher toutes les démarches administratives, c'est le premier contrat de travail. C'est le premier contrat de travail. Si vous appelez, par exemple, France Travail ou n'importe quelle autre caisse en disant: «Je vais embaucher quelqu'un dans un mois, que faut-il faire?» Ils vont vous dire: «Il y a rien à faire. Enfin, faites votre contrat de travail et quand il y aura le contrat de travail, alors là, ça Mmh. va déclencher Une fois que l'ins». ce document-ci aura été édité, Exactement. là, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Exactement et en D'accord. fait, le contrat de travail, c'est la preuve légale de ce qu'on appelle un lien de subordination, Mmh. bref, qui, atteste le fait qu'il y a bien un travail en cours avec un employeur, un salarié et ça suffit pour commencer à travailler. Hem, Concrètement, il y a une DPAE à faire, on y reviendra également, Mmh. mais concrètement, le premier acte, ça doit être celui-ci, le contrat L'édition du contrat de ouais, travail. l'édition et la signature du contrat de travail Mmh. et en fait, c'est ça qui derrière va déclencher toutes les affiliations aux caisses de cotisation. Mmh. Voilà, D'accord. Ah hem donc c'est-à-dire que, hypothétiquement, si, je fais ma première représentation en septembre, je n'ai pas besoin d'être inscrit aux différentes caisses de cotisation en juillet? Je vais même être pire que ça, un peu plus caricatural que ça. Si vous appelez France Travail en disant: «Est-ce que je peux m'affilier en juillet?» Ils vont vous dire: «Non, non, revenez en septembre avec un contrat signé». D'accord, OK. Donc c'est vraiment la première date de travail avec le fameux contrat de travail qui Exactement, semble être vraiment la pierre, de départ de cette entreprise-là. C'est exactement, vraiment à partir de ce moment-là que on finit de se structurer administrativement. exactement. Parce que du coup, tu l'as dit, il y a une première partie de structuration qui nous permet d'obtenir la personnalité juridique avec l'ensemble des données, importantes à savoir, Tout que à sont fait. la licence d'entrepreneur et cetera, mais dont on parlera peut-être moins aujourd'hui, On pourra l'évoquer où tout on à l'heure, pourra hein, il y a pas de l'évoquer souci. effectivement. Et ensuite, là, on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le contrat de travail avec une DPAE. Donc peux-tu nous dire ce que c'est une DPAE? Ouais, tout à fait. La DPAE, c'est une formalité, c'est une démarche qu'il faut faire auprès de l'URSSAF et qui consiste alors je vais être vraiment dans la caricature, à dire à l'URSSAF: «Coucou, on va embaucher quelqu'un». «Coucou, on va embaucher telle personne», pour être Mmh mh. précis. Techniquement, il y a pas grand-chose dans une DPAE. Il y a la date de début, l'heure de début, le numéro de sécu, mais par exemple, il y a pas combien est payée la personne, il y a pas quand est-ce que va se terminer le contrat de travail. C'est vraiment juste pour dire: «Attention, ça démarre». Mmh. Légalement, il faut la faire entre 7 jours avant et le début de la prestation. Hem, la DPAE, elle doit être faite systématiquement. Elle peut même protéger légalement, quand il y a une inspection du travail, ils vont vous demander enfin une Mmh. inspection des inspecteurs du travail, ils vont vous demander, «Montrez-nous les DPAE» et ça peut être embêtant si vous les avez pas faites. Hem, voilà, là, il y a une DPAE qui a un petit peu plus de vertu que les autres, c'est la toute première. La toute première parce que cette toute première, elle va informer les différentes caisses que attention, il y a une première embauche qui arrive et donc c'est notamment elle qui va déclencher pas mal d'affiliations aux différentes caisses. D'accord, OK. C'est donc, le oui, c'est à nouveau avec le contrat de travail. Mais alors du coup, la DPAE, elle arrive avant le contrat de travail? Après le contrat de travail? Légalement, c'est contrat de travail puis DPAE. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'ai concrètement, il faudrait que j'ai signé mon contrat de travail avec mon employeur ou que j'ai fait signer à mon salarié, en amont et ensuite faire la DPAE, donc 7 jours idéalement avant le jour de la Exactement, représentation. exactement. Je me permets une petite parenthèse parce que j'ai un peu peur que certains auditeurs ou spectateurs aujourd'hui, disent: «Ouais, enfin quand même ça se passe pas tout à fait comme ça» et en fait ils ont raison. Pour une raison assez simple, c'est qu'effectivement dans le rush du spectacle et cetera, bah, parfois, par exemple, on a un technicien qui vient travailler, il est attendu sur le plateau à 9 heures. On l'a appelé la veille parce qu'on était en dèche de quelqu'un et on a trouvé quelqu'un la veille à 21 heures. Il est sur le plateau à 9 heures et là on lui fait signer son contrat de travail. Bon et donc ou parfois et c'est pas bien ce que je vais dire, parfois il y a même un technicien son qui commence déjà à monter sur une échelle alors qu'il a pas encore signé son contrat de travail et on lui demande de descendre prudemment pour qu'il y ait pas d'accident et qu'il vienne signer son contrat. Hem et donc effectivement dans ces cas-là, il arrive souvent qu'il y ait des employeurs qui en fait fassent la DPAE en disant: «Au moins c'est fait» et ensuite Mmh, qui signent le contrat de travail le matin même quand ça démarre, quoi. d'accord. Mais je le redis et nous sommes dans notre rôle de gestionnaire de paye en disant ça, légalement, le plus solide, le plus fiable, c'est contrat de travail avant de commencer à travailler, DPAE entre 7 jours avant et le jour même, puis voilà et puis avec ça, il y a pas de souci. Pourquoi c'est tu vois, tu viens de me dire un truc super intéressant, la DPAE permet d'assurer un peu. Hem, Pourquoi c'est important que le salarié soit déclaré et qu'est-ce que ça lui assure? Tu vois, le fait qu'il soit, nommé dans un contrat de travail et qu'il soit nommé également dans une DPAE, qu'est-ce que ça lui, enfin, c'est bête parce que c'est des choses dont on ne parle jamais, mais en fait, c'est ultra important, mais pourquoi c'est si important? Ouais, en fait, si on signe pas de contrat de travail, il y a aucune trace légale du fait qu'une personne A travaille pour une personne B. Donc c'est-à-dire qu'il y a aucune trace légale comme quoi la personne va y consacrer du temps.
et a des droits en face. Alors que quand on signe un contrat de travail, on se on laisse une trace légale comme quoi une personne A travaille pour une personne B contre rémunération, contre certains droits et on s'inscrit en plus dans un code, qui est le code du travail et on s'inscrit même dans des codes, le code du travail et puis sa convention collective, on pourra peut-être revenir dessus plus tard. Mmh. Et en fait, tout ça, ça apporte le fait de signer un contrat de travail, ça apporte une protection aux 2 parties, aussi bien aux Mmh. salariés Mmh. qui, du coup, parce qu'il y a un contrat de travail, est sûr d'être payé, est sûr de bénéficier de certains droits et cetera. Mmh. Puis ça apporte aussi une protection à l'employeur parce que si, par exemple, le salarié a un accident ou s'il y a un imprévu, au moins, les choses ont été cadrées dans un contrat de travail, quoi. Mmh. Donc en fait, ça protège tout le monde, le contrat de travail et ça met tout le monde sous, la protection du droit. Voilà et de certains droits, Oui. le code du travail, les Mmh. conventions collectives et puis ce qui a été écrit à proprement parler dans le contrat de travail. Mmh. Voilà. Donc ça met tout ce monde-là sous cette protection-là. Mmh. Dans les faits, alors, on imagine bien que le droit est un peu plus complexe que ça. Dans les faits, si vous commencez à travailler sans contrat de travail, le droit peut repasser par là, mais attention, c'est rarement comme on l'a prévu, quoi. Donc, avec des présomptions de CDI et cetera, Ouais, donc tout à on va fait. pas faire des cours de droit aujourd'hui. D'ailleurs, Non, nous ne sommes pas juristes, nous, chez Culture Pay. absolument, Voilà, nous on le nous précise. sommes gestionnaires de paye, donc, et on fait jamais de conseil en droit, par Mmh. exemple. Hem mais voilà, c'est juste pour peut-être répondre à ta question qui effectivement, qu'on se pose peut-être pas assez souvent, qui est en fait: «Pourquoi je signe un contrat de travail?» En Mmh. fait, ça protège tout le monde. Ouais, tu vois, typiquement, la dernière personne qu'on a reçue, c'était un metteur en scène, qui s'apprêtait à faire Avignon. Il nous a dit: «Nous, on est déclarés tous les jours à Avignon, même si on tra même pour 2 heures, en fait. Mmh. Chaque journée où on se met à travailler, on est déclaré, même 2 heures, pour qu'il y ait justement cette protection». Mais du coup, j'ai une toute petite question qui ne rentrera peut-être pas dans le podcast, mais c'est pas grave. Si par exemple, tu déclares donc ton salarié, contrat de travail, DPAE et cetera. Là, on sait qu'il est assuré et cetera, mais s'il y a effectivement accident, ouais, Alors, d'abord, il y a plusieurs cas de figure. Il y a ouais. plein de cas de figure différents et donc là, ce que je vais dire là, c'est de la généralité et c'est pas du conseil. Je Mmh. tiens vraiment à le Mmh préciser mh. et attention, peut-être que certaines personnes qui nous écoutent pourront se dire: «Moi, dans mon cas précis, ça peut passer comme ça» Mmh. ou «Bah, tiens, la prochaine fois, je ferai ça». Non, non, consultez des gens qui sur un cas particulier, consultez des gens qui sauront vous dire ce qu'il faut faire dans ce cas particulier. Ce que je vais dire est quelque chose d'un peu général. À partir du moment où il y a un contrat de travail, s'il y a un incident qui est prévu qui se passe, un accident de trajet, un accident du travail ou un accident en dehors du travail, ou des choses heureuses, alors des choses malheureuses, un arrêt maladie ou des choses heureux, un arrêt, maternité, ce genre Mmh. de choses. Et ben, en fait, tout ça est déjà cadré par le droit. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est le droit qui va entrer en «action» entre guillemets et qui va dire: «Bah, parce que la personne est là depuis tant de temps, on va indemniser ou pas. La sécu va indemniser à partir de telle date. Y a-t-il carence ou pas?» Alors pardon, je commence à parler un peu, mon jargon de gestionnaire, mais Mmh. y a-t-il un délai de carence ou pas? Est-ce que Mmh. l'employeur doit maintenir? Bref, il y a un droit qui a été fixé grâce à des négociations Mmh. qui ont été faites entre des syndicats d'employeurs et des Oui, syndicats salariés, on pourra en parler voilà, aussi. qui se mettent autour de la table et qui Mmh. essaient de tomber d'accord sur des règles. Mmh. Chacun tire la petite de la couette à lui et puis à la fin, ça accouche d'un accord et d'une convention collective. Et en fait, heureusement qu'elles sont là, ces conventions collectives, parce qu'elles permettent justement de dire, quand on est dans le cadre d'un contrat de travail et qu'il y a un incident, qu'est-ce qu'on fait? Mmh. Voilà et tout est bien balisé. Mmh. Donc en fait, l'information à retenir de tout ça, c'est qu'à partir du moment où il y a un contrat de travail, en fait, le droit peut être en jeu, peut être mis en jeu, en tout cas, peut être mis en action puisque on sait que tel salarié a travaillé pour tel employeur et que c'est acté. Le droit, c'est la règle du jeu qu'on applique quoi qu'il arrive une fois que le contrat est en cours. Très bien, très, très bien. Voilà. Du coup, on parle de convention collective. Faisons tout de suite, une parenthèse sur cette, précision du droit. Ouais. Comment donner un synonyme de la convention collective? Je vais me lancer. Est-ce que c'est, comment dire? Ah, tu vois, ça y est, est-ce que ce serait, non, mais tu sais quoi? Je vais te laisser faire. Vraiment Ouais, là, OK. j'ai pas d'idée, enfin, j'ai pas d'idée. Disons que dans mon esprit, c'est un ensemble de règles qui s'appliquent dans un certain nombre de cas particuliers parce que ils sont propres à un domaine donné. Il y en a dans l'hôtellerie-restauration, il y en a dans le spectacle vivant et cetera. Franchement, tu t'en sors bien. OK. Franchement, tu t'en sors bien. OK, très cool. Non, non, tu t'en sors très bien. Peut-être pour remettre en perspective, hem, heu, il y a un employeur qui emploie un salarié. Effectivement, il y a un contrat de travail qui va, faire appel à certains codes ou certains droits. En fait, il y a plusieurs niveaux de droit. Mmh D'abord, il mh. y a un niveau supérieur qui est le droit du travail et qui va fixer déjà, certaines règles. Par exemple et des règles qu'on connaît tous. Par exemple, on ne peut pas être payé en dessous du SMIC. Par exemple, on a le droit à 5 semaines de congés payés par an. Par exemple, le droit du travail enfin le temps légal de travail en France, par semaine, c'est 35 heures. Voilà, bon. Donc le droit du travail va fixer des règles.
Et puis parfois, le droit du travail va dire certaines choses un peu plus subtiles. Il va dire, «Sur tel sujet, on va pas décider au niveau du code du droit du travail» ou «Sur tel sujet, on va dire que c'est 35 heures», par exemple, «mais Mmh. attention, il peut y avoir des dérogations par secteur». Bien sûr, parce que les secteurs sont pas tous similaires, ont des modes de Exactement, fonctionnement particuliers exactement, et le spectacle vivant et on le voit ne serait-ce qu'avec l'intermittence du spectacle, est un secteur qui a vraiment ses codes et ses manières de fonctionner propres. exactement, exactement. Donc le code du travail va dire, bah, il y a certains sujets sur lesquels c'est pas le code du travail qui va acter, c'est d'autres textes. Ces textes, c'est des sortes de mini codes du travail par secteur d'activité, Mmh. autrement appelés les conventions collectives. C'est très bien un mini code du Heu, travail, mais non mais voilà, c'est techniquement, top. c'est ça. Ouais. Techniquement, c'est ça et ces mini codes du travail, c'est pas un juriste qui, dans son coin, s'est mis à inventer des règles. C'est en fait le fruit de négociations entre des syndicats. D'un côté, tu as le syndicat des employeurs. Dans, la vie, citoyenne générale, ça va être le MEDEF, tu vois? Et puis de l'autre côté, tu as des syndicats de salariés. Dans la vie citoyenne générale, ça va être la CFDT, la CGT, FO et compagnie, qui se mettent autour de la table et qui définissent des règles. Dans notre secteur à nous, le secteur du spectacle, bah, c'est des organismes, enfin, au nom un peu moins connu, qui sont des mini MEDEF, spécifiques du milieu du spectacle et puis des mini CGT, spécifiques du milieu de la culture, quoi. Mmh. Et qui se mettent autour de la table pour tomber d'accord sur des règles. Et à l'issue de ces négociations, ça accouche de mini codes du travail spécifiques à des secteurs. Hem, Dans le milieu de la culture, on compte à peu près 9 conventions collectives différentes. Ah oui, quand même. Le théâtre privé, le théâtre public, l'audiovisuel, les longs métrages, les courts métrages et cetera. Historiquement, là, aujourd'hui, on est plutôt à une phase où les conventions collectives ont tendance à fusionner. Mmh. On est dans une phase de l'histoire, sociale où, il y a une tendance à penser qu'il y a trop de conventions collectives et qu'il faut les regrouper un peu. Hem, Juste un exemple qui est d'actualité, rien que dans le domaine de la radio, par exemple, il y a aujourd'hui, plusieurs conventions collectives. La radiodiffusion des acteurs indépendants, il y a une convention collective pour Radio France et cetera. On est dans une phase où ça a tendance à fusionner. Bon, Mmh. mais voilà, on navigue à peu près aujourd'hui dans le milieu de la culture avec à peu près 9 conventions collectives. Le problème, c'est qu'un intermittent, il veut passer d'une convention A à une convention B et dans l'année, il va avoir plein d'employeurs sur plein de conventions. Donc en fait, à un moment, les différents syndicats qui négocient ces 9 conventions, ces 9 mini codes du travail, ces 9 conventions, se sont dit quand même pour les intermittents, on aimerait faire quelque chose de commun. Et ça a donné lieu à ce qu'on appelle les accords Michel ou l'accord interbranche intermittent. Grosso modo, il y a 9 mini codes du travail, mais il y a une branche commune, il y a un socle commun pour les intermittents, qui fait qu'un intermittent, qu'il soit dans une convention A ou dans une convention B, en fait, il a quand même le même socle de droit. D'accord, donc c'est-à-dire qu'on fait un ensemble de règles qui sont communes à toutes ces conventions collectives et à Exactement. nouveau, on fait des arborescences et on refait Exact des petites spécificités à Exactement. l'intérieur de chaque secteur. Exactement. Pour la parfaite théorie, sache que dans certaines, alors ça se voit moins dans le domaine de la culture, mais tout à l'heure j'ai dit il y a 3 niveaux en fait de texte. Il y a le code du travail, il y a les conventions collectives et en fait, il existe même des secteurs d'activité où pour les grosses entreprises, il y a des accords à l'intérieur des entreprises, ce qu'on appelle les Mmh. accords d'entreprise. Mmh. Par exemple, dans l'automobile, tu Ouais. vas avoir le code du travail, la convention collective de l'automobile et à l'intérieur, bah, tu peux avoir, Smart qui dit: «Bah, chez nous, on va faire des règles un peu différentes». Bah, alors c'est le fruit de la démocratie interne, Bien il y a sûr. des votes et Ouais cetera. et puis je Voilà. suppose qu'ils doivent soumettre comment dire? Le droit interne à l'entreprise ne peut jamais Il est comment dire? Remplacer, on va dire, un niveau de droit supérieur. complètement et c'est Ouais. le niveau de droit supérieur qui a dit: «Bah, sur tel sujet, les entreprises ont la possibilité, à partir d'un certain niveau de Mmh. démocratie interne et cetera, de mettre en place des dérogations». Voilà. Tout à Donc fait. tout ça est bien cadré, mais voilà. Pour ta parfaite information, du coup, le droit du travail, il est construit comme ça, avec le code du travail, des mini codes qu'on appelle des conventions collectives et ça peut même descendre jusqu'à des accords d'entreprise. Mmh. D'accord, très bien et donc dans notre secteur, on va dire, dans le spectacle vivant, tu vas me corriger si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a 2 conventions collectives principales, on va dire spectacle vivant public et spectacle vivant privé. Exact. Comment on peut faire, pour, déterminer à quelle convention collective on appartient? Est-ce qu'il y a des choses qui sont évidentes ou est-ce que c'est le fruit d'un travail de recherche en fonction, par exemple du statut, de la personnalité juridique, pour ne pas dire l'association, même si c'en est très souvent une? Qu'est-ce qui détermine, notre appartenance? C'est pas évident, évident. Il y a pas une façon simple de savoir si tu es spectacle vivant privé ou spectacle vivant public. D'abord, il y a une chose, je pense qu'il faut préciser pour clarifier, le choix de la convention collective, c'est la responsabilité de l'employeur. Mmh. C'est l'employeur qui décide, c'est le chef d'entreprise, le chef de l'asso, président de l'asso, qui va dire: «Bah, nous, dans notre association ou nous, dans notre entreprise, on va appliquer telle convention collective».
Après, tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux évidemment, si tu es dans le domaine du spectacle, tu vas pas t'amuser à aller prendre la convention collective de l'automobile. Tu peux t'amuser à le faire, mais si un jour tu as un problème, et que tu te retrouves au tribunal, le juge du tribunal va te dire: «Bah, monsieur, en fait, là, vous avez abusé de votre droit et du coup, on va requalifier et on va vous imposer une autre convention». Mais néanmoins, tu vois, sur des sujets moins caricaturaux que celui, sur des exemples moins caricaturaux que celui que je vais te donner, que je viens de te donner, bah, finalement, c'est un peu l'employeur qui choisit s'il va être spectacle vivant privé ou spectacle, Mmh. public. Là-dessus, moi, nous, on fait pas de conseils, mais ce qu'on voit souvent, c'est plutôt des employeurs qui vont choisir la convention collective qui représente le plus leurs besoins ou leur activité. Concrètement, le spectacle vivant privé, c'est un écosystème qui vit plutôt de la billetterie. Mmh. Voilà, alors que le spectacle vivant public, c'est un autre écosystème qui vit plutôt de la subvention. Et voilà, et donc bah, souvent on voit des entrepreneurs du spectacle, tu vois? Associations, entreprises, qui vont choisir une convention collective qui correspond plus ou moins Mmh. à la façon dont ils imaginent le développement de leur projet. Et justement, alors, ma compagnie va bientôt faire des représentations de théâtre et cetera. Je vais commencer à me rapprocher d'un organisme de paye. Par rapport à ces conventions collectives, qu'est-ce que je dois faire concrètement? Je dois prévenir mon organisme de paye que je souhaite me rattacher à telle convention collective, ou je dois contacter, enfin, je ne vais pas contacter une convention collective puisque c'est un texte de droit, mais je veux dire, Exactement. je dois contacter, un syndicat d'employeurs, à qui je dois donner l'info? En fait, il y a, effectivement, je crois que c'est un point qu'on souligne assez rarement. Une convention collective, ça n'est pas une personne, c'est pas un organisme, c'est pas une asso, il y a pas une porte à laquelle on frappe. C'est un texte. Et donc en fait, on va pas prévenir une convention collective qu'on va l'appliquer, voilà, on va appliquer tel texte. Mmh, Et en fait, ça va être marqué dans le contrat de travail. d'accord. Dans le contrat de travail, souvent c'est le premier article, ce contrat de travail est rédigé, enfin, on procède à l'embauche de telle personne par telle entreprise sous la convention collective Mmh. X ou Y. Voilà. Mmh. C'est souvent spécifié et en fait, en écrivant simplement ces lignes, ça permet de dire, bah, déjà on récupère tout cet ensemble de codes. Voilà, et Tout à déjà les fait. règles qu'on va appliquer, c'est celles-là. Est-ce qu'on a fait, toi et moi, le tour des obligations de l'employeur avant de mettre, un intermittent, qu'il soit technicien ou artiste, sur scène? On a parlé de la DPAE, du contrat de travail, de la convention collective et cetera, du fait d'être immatriculé aux différentes caisses de cotisation sur lequel on va revenir. Est-ce qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé, là, en faisant cette liste, toi et moi? Il y a d'autres choses, qui s'éloignent un peu de la paye et qui sont plutôt des obligations de l'employeur. Par exemple, légalement, tu es censé, avoir, le règlement intérieur de l'entreprise affiché sur les lieux de travail, et Mmh. cetera, et cetera. En tant qu'employeur, par exemple, quand on met des techniciens sur le plateau, on a des obligations de sécurité. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est des choses, qui sont inscrites dans les conventions collectives. Donc quand on choisit sa convention collective, on va aussi la consulter Tout à fait. pour voir un petit peu quelles sont les obligations qu'on a en tant qu'employeur Et oui. et appliquer ces obligations. Voilà. Là, on s'éloigne un peu de la paye. Moi, je serais un peu moins en mesure de dire: «Attention, Mmh. il faut faire attention à ça, il faut faire attention à Ouais, bien ça». sûr. Mais voilà, je pense que à partir du moment où on a choisi sa convention collective, bah, il faut ouvrir le manuel. C'est un peu casse-pied, mais ça dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ce que l'employeur est censé faire et ça dit beaucoup de choses des règles qu'il est censé appliquer. Mmh. D'ailleurs, est-ce que, tu m'as dit un truc super au téléphone, enfin, je sais pas si c'est super, on va le voir ensemble, mais en tout cas, ça m'a fait tilt. Tu m'as dit: «Il est beaucoup plus simple de se structurer correctement administrativement au début, plutôt que de devoir déconstruire après». Pourquoi est-ce que tu m'as dit ça et pourquoi est-ce que ça semblait si, un tel point un point important, presque un point de douleur, peut-être pour les structures qui se rapprochent de Culture Paix? Ouais, tout à fait. En fait, effectivement, ça je te le dis comme je te l'avais dit au téléphone, mais c'est important. Ça vaut le coup de bien se faire accompagner au début. Mmh. Sur ton volet paye, mais pas que, tu Mmh. vois? Aussi sur ton volet structuration légale et cetera. Parce qu'effectivement, une fois que tu as fait ces choix, que tu as fait des choix, bah, ton dossier administratif, d'une certaine manière, va acter ces choix-là et après faire les changements, c'est plus compliqué que de faire le choix au début. Je vais te donner un exemple très concret. Hem Tu vas, par exemple, opter pour une convention collective. Tu as une compagnie de théâtre et tu te dis, tu sais pas trop si tu es sur la convention privée ou publique. Tu t'es pas trop posé la question de quelle était la différence entre les 2. Puis tu dis: «Bon allez, je prends la première publique». Bon, et tu fais tes premiers contrats de travail sous la convention collective publique. Concrètement, ce qui va se passer, c'est que, hem, ça va informer les caisses de cotisation, notamment retraite, que tu vas appliquer la convention collective publique et par conséquent, ça va appliquer les taux publics de Mmh. cette convention collective-là. Mmh. Un mois après, tu dis: «Mince, en fait, je me suis planté. Nous, c'est plutôt la privée. Je me rends compte maintenant que je vais pas avoir de subvention. Je me rends compte que je vais plutôt être en billetterie. Je me rends compte qu'il y a tout un tas de règles dans la publique qui s'appliquent pas à nous, alors qu'en fait, dans la privée, elles sont précisées et en fait, c'est plutôt pour nous, ça nous protège mieux.
Mmh. Allez, on change, on met la privée. Et ben, en fait, là, en faisant ce truc-là, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire ton contrat, de ton deuxième mois sur une autre convention collective, sauf que les caisses, elles vont pas le prendre en compte tout de suite. Donc en fait, tu vas faire tes nouvelles déclarations sur la nouvelle convention, mais en fait, les caisses, pendant 3 4 mois, elles vont se dire: «Mais pourquoi ils appliquent pas les bonnes conventions? Pourquoi ils appliquent pas la publique qu'ils nous avaient dit au début?» Du coup, bah, il y a des en fait, il y a des ils vont penser qu'il y a des erreurs de calcul. Ils vont Mmh. t'envoyer des courriers, des recommandés. Vous payez pas assez et tu vas devoir les appeler pour dire: «Non, non, attendez, c'est juste que j'ai changé de convention collective». «Ah oui, mais du coup, c'est pas encore pris en compte, mais du coup, prenez pas en compte nos courriers», et cetera. Et du coup, parce que tu t'es pas posé la bonne question au début, tu te retrouves à faire un changement de cap en cours de route et qui, en fait, est de par le manque de souplesse, voilà, qu'on Mmh. peut, nous, on sait l'accompagner et c'est pas une critique que j'émets là aujourd'hui, mais c'est un fait. De par Mmh. le manque de souplesse des structures qui ont beaucoup de choses, enfin, des organismes qui ont beaucoup de choses à gérer, Ouais. de par ce manque de souplesse-là, et ben, tu fais des virages qui sont un peu rapides et qui peuvent te mettre un peu dans l'embarras administratif, quoi. Mmh. C'est un exemple. Hem, Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple un peu frappant? Ouais, par exemple, 2e exemple assez important, heu, on n'a pas évoqué encore aujourd'hui la fameuse licence de spectacle, Mmh. d'entrepreneur du spectacle. Mmh. C'est un numéro, pour en être très court, c'est un numéro que tu vas demander à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Et voilà, et ça peut mettre un peu de temps à t'être attribué. Aujourd'hui, c'est à peu près un mois de délai. Mmh. Bon, cette licence-là, elle est obligatoire pour embaucher un technicien. Mmh. Au début, nous, on n'a pas de structure qui se lance et qui se disent: «Bon, bah, pour l'instant, j'embauche que des artistes. La licence, le dossier, il est un peu casse-pied à faire. Je le ferai plus tard», et voilà. Et du coup, au début, ça pose pas de problème. Et puis un jour, tu dois faire un plateau et pour la première fois de ta vie, tu dois embaucher dans 3 jours un technicien. Et là, tu dis: «Bah, il y a pas de problème. Moi, ça fait 6 mois maintenant que j'embauche des salariés, des intermittents». Puis là, tu vas te rendre compte qu'en fait, la case technicien sur le site CulturePay, elle est pas disponible. C'est pas pour embêter, c'est parce qu'en fait, légalement, tant qu'il y a pas de licence, l'embauche de technicien n'est pas légale. Mmh. Donc, bah, tu vas dire: «Mince, en fait, j'ai plus que 3 jours pour faire un truc où normalement j'ai un mois de délai». Absolument. Et tu t'es déjà engagé, tu as déjà trouvé ton technicien, tu lui as déjà Mmh. dit que tu bon, alors qu'en fait, ça allait pas. Voilà. Donc en fait, prendre le temps au début de bien tout faire, même, bien prendre le temps de dire: «Quelle est la case qui me va le mieux?» Bien prendre le temps de faire toutes les démarches, même celles qui paraissent pas nécessaires dès le J1, le jour 1. Mmh. En fait, ça fait que demain, quand tu seras dans la vie de ta compagnie, la vie de ta troupe, et que l'artistique aura repris sa place, Mmh. et que du coup, tu seras plus en permanence en train de te dire: «Et mon admin, et mon admin, et mon admin», et ben, parce que tu avais bien tout préparé au début, tu te feras pas piéger. Je pense que c'est parce qu'en fait, à un moment donné, on en venait à se dire que, malheureusement, dans le cadre, parfois de l'administratif et même parfois aussi de la paye, on venait à se rendre compte qu'on avait besoin de quelque chose au moment où on en a besoin très justement. Alors que, par définition, lorsque c'est administratif, il peut y avoir des lourdeurs, mais aussi parce qu'on est, peut-être mieux protégé et cetera. Enfin voilà, c'est complexe, il faut, s'y attendre, c'est normal. Mais du coup, voilà, comme il y a un délai, par exemple, pour cette licence qui est effectivement de 30 jours, Mmh. et je précise pour ceux qui nous écoutent, au-delà desquels, si vous n'avez pas eu de réponse ou de contestation, c'est que on part du principe que votre licence est reçue et que donc vous pouvez exercer avec. Donc voilà, c'est pour ça que c'est plus difficile de déconstruire et qu'il vaut mieux finalement il vaut mieux finalement accorder un peu plus de temps à sa structuration, quitte à vraiment essayer de se renseigner sur un maximum de choses. Alors auprès d'un organisme de paix, mais auprès de personnes comme nous aussi à la troupe qui avons créé des compagnies et qui donc sommes amenés à renseigner les gens. Voilà, il vaut mieux avoir plus de renseignements et choisir à l'intérieur de ça, plutôt que de vouloir travailler dans la précipitation et ensuite, le micmac ensuite pour, prévenir URSSAF et les autres caisses de cotisation, dont on va parler juste après, pour changer, c'est très lourd. C'est très, ouais, exactement, ouais. Donc ça vaut OK. le coup d'avoir ce temps de préparation admin au départ, ouais, tout à fait. On va parler, toi et moi, des différentes caisses de cotisation. Mmh. Est-ce qu'on peut tâcher d'en faire une liste et de définir brièvement quels sont leurs rôles à chacune? Et peut-être même, tu sais quoi? On va commencer par quelques petites étapes en amont de ces caisses de cotisation. Peut-être expliquer ce qu'est finalement une cotisation, pourquoi on cotise, à quoi ça sert finalement? Ouais, j'ai même remonté encore plus loin, Vas-y! encore plus haut, Allez, on monte dans la voilà, DeLorean. exactement, remonter encore un petit peu plus haut, essayer de comprendre, en fait, quelles sont les différentes protections, Mmh. dont bénéficie un salarié. Bon, hem, il y a des protections, enfin, je vais pas faire un petit cours d'histoire, mais grosso modo, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a le fameux Conseil national de la résistance qui s'est dit: «On va changer de modèle, on va inventer un nouveau modèle», et qui va consister à protéger les citoyens des accidents de la vie. Et à Mmh. l'époque, on était quand même dans un monde où l'entrepreneuriat était quand même ultra marginal, il y avait pas d'auto-entreprise et cetera, donc quand tu travaillais, tu étais salarié.
Bon, donc en fait, ils se sont dit: «Bah, cette protection, on va l'adosser au fait d'être salarié» et donc ce sont les salariés qui vont avoir une protection. Ces gens du Conseil national de la résistance, ils se sont dit: «On va protéger contre, la maladie, on va protéger contre les accidents, du travail, accidents de trajet et cetera». Ils se sont dit: «On va créer aussi une protection liée à la famille», la fameuse politique de la famille, et puis ils se sont dit: «On va protéger contre la vieillesse» et donc Mmh. le fait que tu puisses avoir une retraite. Pour financer tout ça, pour, gérer tout ça, créer aussi bien le système qui allait te verser tes indemnités, le système qui allait financer ces indemnités et cetera, ils ont créé la sécu, tout simplement. Hem Et donc aujourd'hui, si tu veux, il y a déjà, tout un système qui est financé justement par les cotisations, tout un système de redistribution, le fameux État-providence et cetera, de redistribution, qui protège du coup contre ces 4 risques de la vie. Mmh. Il y en a un petit cinquième qui fait pas partie de ces 4 là, mais qui est important également et qui aujourd'hui rentre dans cette grosse machine-là, qui est la protection contre le fait de perdre un job. Le fameux chômage, Mmh. qui arrive un petit peu plus tard. Et puis aujourd'hui, pour faire un petit peu d'actu sociale, on commence même à parler alors ce qu'on appelle la cinquième protection, mais de fait, ce sera la sixième, c'est la protection contre la perte d'autonomie. Mmh. Voilà et notamment, bah, la protection quand demain tu seras plus en mesure d'être autonome et qu'il y aura des proches qui vont devoir s'occuper de toi et cetera. Voilà, protection contre ce risque de la vie aussi, qui devient de plus en plus prégnant compte tenu du fait qu'on vit de plus en plus longtemps et voilà. Hem Donc il y a tout ce système-là, qui existe et qui est la fameuse sécu, qui va, aussi bien verser les indemnités à chaque fois que tu as un accident ou un incident ou une raison de percevoir une indemnité Mmh. et qui va également récupérer les sous auprès des différents salariés et employeurs, les fameuses cotisations. L'organisme de récupération des sous de la sécu s'appelle l'URSSAF. Voilà, donc on y vient. Hem Et après, il y a eu d'autres types de protection, de surprotection qui se sont créées. D'abord, il y a une surprotection, retraite, qu'on appelle l'Agirc-Arrco, bref. Dans le domaine de la culture, ça s'appelle audience retraite et qui vient mettre une surcouche de retraite, on appelle ça la retraite complémentaire, Mmh. une surcouche de retraite à la retraite qui est déjà prévue par la sécu. Voilà. Malgré le fait qu'elle s'appelle complémentaire, elle est obligatoire. Mmh. Voilà. D'accord. Et après, il y a eu d'autres protections en plus qui se sont rajoutées. Une protection qu'on appelle la prévoyance. Donc si demain tu as un accident à ton travail ou un accident de la vie et que tu es plus en mesure de travailler et que du coup tu perds des revenus parce que tu n'es plus en mesure de travailler, tu vas avoir effectivement une protection en plus que la sécu, qu'on appelle donc la prévoyance. C'est les fameuses caisses de prévoyance. Je vais pas faire de la pub aujourd'hui pour des caisses de prévoyance, mais c'est des noms qu'on entend, le matin à la radio et cetera. Dans le domaine de la culture, ça s'appelle audience. Et ensuite, bah, il y a une autre surprotection qui s'est rajoutée, qui s'appelle la complémentaire santé, qu'on Mmh. appelle aussi plus régulièrement la mutuelle. Mmh. Voilà. Tout à fait. Pareil, je vais pas faire la pub ici, mais c'est pareil des acteurs qu'on entend souvent à la radio, à la télé. Dans le domaine de la culture, ça s'appelle Audience. Je Audience? Pour Audience la aussi. santé? Ouais, Aussi? également. Ah ouais, Je d'accord. précise néanmoins quelque chose d'important parce que je trouve, moi en tant que consommateur presque, je trouve qu'on se pose pas assez souvent la question. Autant il y a des organismes sur lesquels on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on doit cotiser à l'URSSAF. Oui, On n'a pas le choix, on doit cotiser à Audience pour la retraite. tout à fait. Autant pour tout ce qui est prévoyance et santé mutuelle, on a tous le réflexe Audience en se disant: «Bah, la protection de la prévoyance et de la santé, dans la culture, c'est Audience». Mmh. En fait, c'est pas systématique. On est en tant que consommateur, citoyen, on a le choix, on a le droit de choisir sa mutuelle et de choisir sa prévoyance, heu, pour être mieux protégé, pour payer moins cher et voilà et donc moi j'invite tout le monde aujourd'hui à toujours un peu se saisir de cette question et de pas alors, Audience, c'est peut-être pas bébé, mais peut-être pas bêtement ou systématiquement aller vers l'acteur principal, qu'on Mmh. connaît tous parce qu'on a toujours connu que celui-là. Parce que mine de rien, c'est aussi en faisant jouer un peu ce système qu'on est mieux protégé, que, chaque acteur, se bouge et cherche à s'améliorer parce que si on s'améliore pas, bah, il y a d'autres acteurs à côté, Ah quoi. bah oui, Voilà. absolument, oui. Donc voilà, c'est, mon petit moment citoyen, Mmh. consommateur actif. Mmh. Voilà donc en tout cas, c'est tout ce système de protection-là, donc je résume, hein, protection de base, la sécu, puis un complément pour la retraite, puis un complément pour la prévoyance, puis un complément pour la santé. C'est tout ce système-là qu'on appelle la protection sociale. Mmh. Dedans, il y a des choses obligatoires, dedans, il y a des choses facultatives. Voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Pour financer tout ce système, on paye des cotisations. Quand je dis on paye des cotisations, en fait, c'est 2 personnes, enfin, c'est 2 acteurs qui payent Oui. des cotisations. Le salarié qui paye des cotisations et l'employeur qui paye des cotisations. Pour être très concret, admettons par exemple qu'un employeur et un salarié tombent d'accord sur le fait de payer, enfin d'un salaire de 100 €. On ne va pas préciser ni pour combien de Net? temps. Alors justement, 100 €. Très bien. On va pas préciser ni pour quel métier, Mmh mh. ni pour combien de temps, Mmh. et cetera. On va rester simple, 100 €. Hem,
le salarié va payer des cotisations. Donc en fait, qu'on va enlever à ce salaire. Du coup, en fait, le salarié, à la fin, il aura pas 100, il aura par exemple 80. Effectivement, c'est là qu'arrive la subtilité. On se rend donc compte qu'en fait, derrière le mot salaire, il y a plusieurs définitions. Oui. Et donc on va y mettre des adjectifs en plus. Donc tu vas effectivement avoir le salaire brut, qui est le salaire officiel, les fameux 100, et tu vas avoir le salaire net, c'est-à-dire le salaire que le salarié va percevoir une fois qu'il aura payé les cotisations. Salaire net. Par ailleurs, l'employeur aussi va payer des cotisations. Et donc en fait, là où normalement, on avait acté d'un salaire à 100, bah, en fait, l'employeur, il va payer aussi des cotisations en plus, ce Mmh. qui fait que le montant que en tout l'employeur aura payé à la fin, c'est pas 100, ça va être 120 ou 130 par exemple. Mmh. Je précise que les pourcentages que je donne là, ils sont d'abord, ils sont pas vrais, c'est pas Oui, juste, et que les formules de calcul sont ô combien compliquées. oui, Du coup, il faut passer par des simulateurs et cetera tout pour à fait. connaître exactement ces coûts employeurs et Il y en cetera. a un sur votre site Il y en a un sur internet notre site, tout à fait. qui sont des simulateurs très pratiques parce qu'ils permettent aux compagnies, éventuellement de prévoir tout ou partie de leur budget salarial lorsqu'ils ont des projets. Donc s'ils veulent rémunérer un plateau avec 2 techniciens et un intermittent, ils peuvent se dire: «D'accord, en fonction de telle ou telle convention collective, je vais devoir payer mon salarié brut tant. Donc ça veut dire que pour moi, employeur, il faut que je prévoie un budget global de tant parce que je vais devoir payer moi mes cotisations patronales». Donc c'est Exactement, très important de faire appel à ce genre d'outils. Il y en a un sur votre site, tout à fait. Ouais. j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui veulent bidouiller avec ce nouvel outil à se rendre chez Culture Pay. Mais en tout Tout à cas, fait. voilà, effectivement, l'employeur aussi va devoir payer des cotisations. Exactement, et c'est tout ce système-là, qui permet justement de financer la protection sociale. Hem, Pareil, petit moment citoyen, on entend souvent parler de: «Il faut payer des charges», voilà. Nous, c'est un mot qu'on n'aime pas, charge, voilà, et on parle vraiment de cotisation ou de contribution parce que, voilà, c'est la contribution d'un système, le salariat, à une protection dont on bénéficie tous. Voilà. Absolument. Et qui est, je le rappelle, solidaire. Tous les systèmes de protection sont solidaires aujourd'hui en France, ouais, ces fameux Bon, voilà. systèmes par, répartition et non pas par capitalisation, pardon. Mais Mmh. effectivement, tu as raison de le préciser. Est-ce que l'employeur paye le même pourcentage que le salarié? Et est-ce qu'il paye exactement aux mêmes caisses? Ou est-ce qu'il y a quand même une distinction entre les charges, enfin les contributions, cotisations patronales et les cotisations salariales? Non, effectivement, c'est pas les mêmes montants. Et alors là, on pourrait en parler des heures et des heures, et il faudrait sortir le manuel de paye tellement c'est complexe. Mais en fait, il y a plein de dimensions qui viennent se percuter. D'abord, première chose, effectivement, les cotisations salariales ne sont pas les mêmes que les cotisations employeurs. En général, c'est plutôt moins cher, les salariales. Il y a moins de cotisations salariales que de cotisations employeurs. Donc aujourd'hui, le système social est principalement financé par les employeurs. Mmh. Deuxièmement, 2 salariés, pardon, ne vont pas payer la même chose, hem, ne vont pas payer la même chose à revenu égal, normalement si, mais à revenu, égal, c'est pas proportionnel. Ce que je veux dire par là, quelqu'un qui va gagner 100 et donc une personne A qui va gagner 100, une personne B qui va gagner 200, la personne B ne va pas payer 2 fois plus de cotisations. Mmh. Elle va en payer plutôt plus que 2 fois plus. Mmh. Le fameux système de réduction des inégalités, ceux qui gagnent plus contribuent d'autant plus. Très Voilà. bien. Et après, il y a encore plein d'autres règles qui rentrent Ouais, là-dedans. ouais. Il y a des exonérations aussi qui existent pour soutenir les petites entreprises, ou pour soutenir certains territoires, ou pour soutenir les embauches plutôt dans les bas salaires, et cetera, et cetera. Là, vraiment, c'est un manuel de paye d'un complexe monumental. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de variables, si tu veux, Mmh. qui viennent impacter, les calculs de paye. Mmh. Nous, c'est assez marrant parce que chez Culture Pay, du coup, on fait de la paye tous les jours, des centaines et des centaines de bulletins. Hem Et de temps en temps, il y a, une colle. C'est-à-dire, alors tu v pardon, je vais juste faire une petite parenthèse. Vous imaginez bien que si on fait des centaines et des centaines de bulletins par jour, on les fait pas tous à la main. Bon, évidemment. On s'efforce à en faire quelques-uns encore à la main pour être sûr de continuer à bien D'accord. comprendre le truc. OK. Mais c'est un peu notre joujou de temps en temps. On en sort une, on dit: «Allez, celle-là, on va la refaire», juste pour OK. être sûr que chacun dans l'équipe maîtrise bien les Étude trucs. de cas. Voilà, exactement, c'est un peu ça. Ouais. Mais néanmoins, évidemment, tout ça est automatisé. Et de temps en temps, il y a une colle. Tu un employeur qui dit: «Alors, je viens vous voir parce que j'ai 2 bulletins, Maurice et Albert, ils sont payés la même chose, pour les mêmes dates, et pourtant il y a pas le même salaire net». Et alors là, c'est une vraie enquête. Alors à la fin, on a toujours la réponse, hein, il y a pas de suspense, mais Ouais. c'est une vraie enquête pour essayer de voir quel est le truc qui, dans l'histoire des salariés et cetera, explique qu'à l'instant T, alors qu'ils sont payés la même chose, à la même date, ils ont pas forcément le même salaire.
Et du coup, il y a un sujet, qui revient plus régulièrement? C'est l'âge? Ah C'est, non, non, l'ancienneté? c'est à chaque fois un truc différent. C'est D'accord, en fait OK. le contrat, la paye d'avant, il y avait eu des congés, machin, enfin, Ouais. voilà. Mais en tout cas, tout ça pour, c'est une illustration, une anecdote que je donne Mmh mh. pour juste illustrer à quel point, en Mmh. fait, il y a un nombre de variables démentielles qui peuvent Ouais. intervenir et qui font que, bah, malheureusement, c'est vrai que c'est pas toujours très lisible, la Mmh. paye. Voilà. Et donc justement, dans le cadre d'une compagnie qui voudrait se professionnaliser, il va falloir qu'elle s'immatricule auprès de toutes les caisses qu'on a évoquées toi et moi, donc pour pouvoir commencer à verser ses cotisations. Dans la théorie, oui. Après, aujourd'hui, il y a 2 choses qu'il faut avoir en tête. La première. En fait, tout ça, c'est quand même super bien foutu. Les gens qui ont pensé tout ce truc-là, moi, je leur rends un grand hommage, c'est super bien pensé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, mine de rien, des immatriculations, il y en a plus tant que ça à faire. Et aujourd'hui, il y a pas mal de choses automatiques qui font que, bah, quand tu t'immatricules à telle caisse, ça va prévenir automatiquement telle autre caisse, qui va Mmh. prévenir automatiquement telle autre caisse encore. Donc D'accord. finalement, c'est plutôt pas mal fait. On aime bien taper sur l'administration, mais en vrai, c'est une belle machine. 1 chose et deuxième chose, bah, nous-mêmes, on a rajouté une surcouche là-dessus. C'est-à-dire que quand il y a un premier contrat qui est fait sur CulturePay, par un employeur qui n'a jamais fait de contrat avant, nous derrière, ça va déclencher automatiquement les différentes demandes d'affiliation aux différentes caisses, aux différents guichets auxquels il faut demander aujourd'hui, quoi. Et on connaît tellement par cœur leur process qu'on est même, tu vois, capable d'automatiser. J'ai juste un exemple, mais aujourd'hui, bah, quand on demande à France Travail quelque chose, en fait, c'est un mail automatique qui part. Leurs mails sont formatés, donc en fait, on sait lire automatiquement les mails. Voilà. Tu vois? Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'intervention humaine sur ces D'accord, choses-là. Voilà. c'est 2 machines qui se répondent en C'est fait, 2 mais parce machines qui qu'en se fait, répondent, ouais, tu complètement. connais la variable de son mail et Évidemment, cetera, évidemment et aujourd'hui, OK. les prestataires de paie, font ça, voilà. Mmh. Donc voilà, tout ça pour dire aujourd'hui, si vous passez par un acteur alors chez Culture Pay, je sais que ça marche, j'imagine qu'on n'est pas les seuls à faire ça. Mais voilà, tout ça pour dire aujourd'hui, un employeur qui passe par une des solutions comme la nôtre, a plus trop de questions à se poser sur les Mmh. affiliations. Ça permet en fait finalement pour résumer, hein, tout simplement, lorsque, ma compagnie demain va mettre des intermittents sur scène, en fait, je sais que pour le rémunérer à hauteur de ce que la convention collective m'impose, je dois avoir tel budget global, je dis n'importe quoi, 300 €, voilà, on va dire. Je sais que si je facture 300 € à tel établissement, tel client, tel théâtre et cetera, je peux rémunérer correctement en respectant le droit, mon intermittent. En fait, je donne ce budget global à Culture Pay, qui s'occupe lui de faire la répartition en fait entre les différentes caisses et même peut-être d'envoyer sa rémunération aux salariés. Exactement, c'est Ouais. exactement ça. Comme ça l'employeur n'a pas à le faire. Exactement, Mmh. effectivement, c'est on appelle la ventilation, ouais, tout à fait. On a une question de la communauté. Alors 2 choses par rapport à notre communauté. On a quelqu'un qui nous a dit: «Trop bien, vous interviewez Culture Pay, je les adore». Chouette, Donc trop bien. Bah, écoute, ça c'est vraiment chouette. ça fera plaisir, je crois, à tous les gens de l'équipe d'entendre ça. Parce que vraiment spontanément, il nous a dit, «Oh trop chouette!» Je lui dis: «Mais tu as une question quoi?» «Non, non, ils sont super» et cetera. Donc écoute, Trop bien. big up, c'est Bon, super. génial. On a une Bah, merci question. beaucoup. Je m'adresse à mon tour à cette personne, Ouais? merci. Ah bah, très Voilà. bien, on le salue. On a une question de la communauté. Louis nous demande, y a-t-il un réel avantage quand on refuse l'abattement pour cotiser plus pour la retraite? Ou bien est-ce qu'il vaut mieux accepter pour toucher plus de net et mettre un peu plus de côté tous les mois? Alors là, je pense qu'il parle de l'abattement forfaitaire donc qui est proposé pour les frais professionnels aux artistes. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et tenter de répondre à la question de Louis qui est: est-ce qu'il y a plutôt quelque chose à tirer, d'un ou de l'autre monde? Oui, 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 je comprends. Alors d'abord, je vais commencer effectivement par le qu'est-ce que c'est? D'abord, ça part d'un constat, mais un constat qui a été fait il y a de nombreuses années maintenant, qui est que un salarié artiste peut avoir des frais en dehors de sa mission, en dehors d'un contrat ponctuel et que pour autant ces frais, bah, ils servent quand même à son métier. Mmh. Par exemple, tu es violoniste, bah, il faut faire réparer ton violon, il faut l'entretenir, il faut acheter du matériel et cetera et que voilà, donc ça partait du principe que, bah, le salarié pour faire son métier, il doit engager des frais professionnels. Hem, Techniquement, ces frais professionnels, ils devraient être en mesure enfin dans une entreprise, quand tu as qu'un seul employeur, bah, ton matériel est pris en charge par ton entreprise. Si tu dois, je sais pas moi, tu es cadre avec un ordi, bah, l'ordi est fourni par ton entreprise. Mmh. Si l'ordi est cassé, il est remplacé par l'entreprise ou il est réparé par l'entreprise et cetera. Bon, bah, quand tu as plein d'employeurs ou qu'en fait, tu utilises ton matériel personnel, c'est ton violon, c'est pas ton entreprise qui va te donner un violon. Bon, bah, du coup, bah, comment fait l'employeur pour, jouer son rôle de prise en charge des frais professionnels? Mmh. Bon et encore plus qu'en fait, tu as plein d'employeurs. Donc on a inventé un système pour couvrir ça qui s'appelle l'abattement professionnel et qui consiste à dire à un salarié: «OK, tu as un salaire. OK, on sait que tu as engagé des frais. Du coup, pour compenser le fait que tu as engagé des frais pour ton métier, on va baisser le montant de tes cotisations. Tu vas payer moins de cotisations salariales, le fameux abattement
professionnels, des frais professionnels. Ça, c'était le principe. D'abord, alors avant de rentrer un peu dans le détail de qu'est-ce qu'il est préférable de faire, déjà dire que c'est quand même un principe qui est aujourd'hui mourant. D'accord, Hem et c'est mourant et aujourd'hui, il y a une loi qui est passée et qui est d'ores et déjà en œuvre mis en œuvre, qui est que chaque année, le montant de l'abattement diminue. Je crois que ça va se terminer en 2032 ou d'accord. 2036 si j'ai bonne mémoire. C'est-à-dire Mais il y a qu'au une fur et à époque, mesure c'était des 20 et années 25. Maintenant, ouais, c'est 19 et 23. L'année prochaine, ce sera 18 et 22 et cetera et d'accord, cetera. d'accord. Ou 18 et 21, je ne sais plus. Voilà et qu'au fur et à mesure, l'abattement tend à disparaître et dans l'histoire sociale en France, on est en train de faire disparaître les abattements d'à peu près sur tous les secteurs. D'accord. Premièrement et puis deuxième chose qu'il faut avoir en tête, pour quand même pouvoir justifier de l'abattement, il faut avoir des preuves en face qu'il y a bien eu des frais professionnels. Ah oui, Garder la facture de révision du violon. voilà. Il s'agit pas Voilà. juste de dire, «Oui, oui, Ou j'ai des frais, exactement, faites en sorte que je paye moins de cotisations, s'il vous plaît». Il exactement, faut pouvoir le prouver. exactement. D'accord. Une fois qu'on a dit ça et troisièmement, il faut aussi, dire à son employeur, signer un papier à son employeur pour dire: «Oui, oui, j'accepte l'abattement. Oui, oui, je Mmh. refuse l'abattement». Il Mmh. doit y avoir une trace de ça. D'accord. Une fois qu'on a baqué ou verrouillé tout ça ou bien validé et sécurisé tout ça, bah, effectivement, on se pose la question de savoir est-ce qu'on l'applique ou pas. Là-dessus, moi, je pourrais pas te donner de conseils à Louis, je crois, pour lui dire: «Il vaut mieux que tu fasses ça ou ça». Simplement, Louis a fait le bon diagnostic. Il y a 2 options. Mmh. Une option où effectivement, on va plus cotiser, avoir plus de droits, mais un salaire plus net, à la fin du mois un salaire net plus bas à Plus la fin bas. du mois. Mmh, mmh mh. Ou à l'inverse, bah, moins cotiser, avoir un salaire net plus haut. Voilà, c'est un choix à faire si tant est qu'on a des frais professionnels. Oui, Il encore y a faut-il. il y a quelques années, on disait en ultra raccourci, les personnes plutôt proches de la retraite ne prennent pas l'abattement, tant pis pour le net, mais au moins la retraite sera plus élevée. Mmh. Et à l'inverse, les personnes plus jeunes, prennent l'abattement. De toute façon, la retraite, ils sont pas sûrs de l'avoir, mais au moins le net, c'est dans la poche. Voilà. Il y a une époque, on entendait un peu ça. Voilà, aujourd'hui, Je mais t'avoue que je suis voilà. plus dans cette école, là aussi, me Voilà, concernant en tout cas. voilà. Après dans les faits, nous, Culture Pay, on est les derniers placés pour vous dire Je ce qu'il comprends. faut faire. Ouais, ouais, je comprends Voilà, très bien. simplement peut-être expliquer comment ça marche, voilà. Est-ce qu'il y a des erreurs types que tu rencontres parmi les personnes qui vous contactent chez Culture Pay, que ce soit au niveau de la structuration, au niveau de la rémunération? Est-ce qu'il y a des éléments comme ça qui reviennent assez fréquemment sur lesquels tu voudrais un peu prévenir, ceux qui nous écoutent potentiellement? Ouais, je dirais qu'il y a un peu 2 choses. Il y a effectivement, tu as raison, la structuration et notamment je pense à une chose, c'est le fameux code APE, Mmh. le choix ou l'attribution du code APE. Puis la deuxième chose, je la mentionne, puis on pourra l'évoquer juste après, c'est effectivement le respect de la convention collective, le respect des salaires, minima et cetera Mmh. et cetera. Effectivement, donc sur le premier point, sur, le code APE, alors d'abord, peut-être refaire un petit topo. Quand tu crées une 100. structure légale, entreprise, asso et cetera, tu vas recevoir 2 choses. D'abord, tu vas écrire des statuts. Ouais, c'est des textes, tu ouvres un Word et tu écris les textes en disant: «Bah, voilà, mon asso ou mon entreprise, voici ses règles». Bon, voici et dans les règles, tu as quand même des clauses qui sont un peu obligatoires. Par exemple, bah, quelle est la mission de ta structure? Mmh. Donc une entreprise, c'est faire de l'argent dans tel secteur. Ça peut être, je sais pas moi, soutenir, la culture en milieu rural, ça peut être, produire tel spectacle, voilà. Mais quelle est la raison pour laquelle tu crées ta structure? Puis après tout un tas de règles, qui est membre, qui est président, et cetera. Bon. Si on se concentre un petit peu justement sur, donc tu as ces statuts, pardon, tu vas envoyer ces statuts en préfecture et ils vont te donner 2 choses. Ils vont te donner un numéro de SIRET. C'est un peu à l'entreprise ou à la structure légale ce que le numéro de sécu est au particulier. Absolument, Voilà. ouais. Tu vas avoir ton numéro de SIRET et puis tu vas avoir ton code APE. Le code APE, c'est un petit code. Techniquement, c'est délivré par l'INSEE et en fait, le code APE, il va te mettre dans une case en disant: «Bah, on a lu les statuts et on pense que l'activité justement de telle structure, c'est telle activité», par exemple production spectacle et que donc le code, c'est celui-là, 90 01 Z. Et en fait, le code APE, il t'est donné en fonction de la lecture de tes statuts. C'est Mmh. un mec chez l'INSEE, à l'INSEE, qui a lu les statuts, qui a dit: «OK, ça, c'est ça». Et en fait, ça a vachement d'impact parce que ce fameux code APE, c'est lui qui derrière va t'orienter vers telle ou telle structure ou telle démarche administrative quand tu vas embaucher un intermittent. Mmh. Et notamment, bah, notamment au moment où tu vas taper à la porte de France Travail pour dire: «Bonjour, j'embauche un intermittent». Donc tu arrives, tu as fait ton contrat, tu passes par exemple par un prestataire comme nous, puis nous on va aller voir France Travail et en fait France Travail va regarder le code APE et va dire: «Bah, ce code APE, on l'accepte ou on l'accepte pas». Enfin, chez nous, il est accepté et dans quel cas tu passes par, France Travail, spectacle ou alors chez nous, il n'est pas accepté, auquel cas tu passes par un autre organisme, le Mmh. GUSO. Mmh. On n'a pas encore parlé de GUSO aujourd'hui, Mmh. mais en fait et on pense souvent qu'on a le choix. Est-ce qu'on passe par le GUSO ou est-ce qu'on passe par le système classique France Travail Spectacle? En fait, c'est pas toi qui choisis, c'est le code APE qui choisit. D'accord. Voilà. Donc c'est important de bien rédiger ces statuts et de telle sorte d'avoir le bon code APE pour être orienté vers le bon organisme. Mmh. Je vais te donner quelques cas peut-être concrets.
Nous, ça nous arrive parfois d'avoir des structures qui ont des statuts pas très clairs, tu vois? Donc on est une association, qui faisons la promotion d'eux, alors qu'en fait derrière ils font un spectacle, produire un spectacle. Ils se retrouvent avec un code APE, le 94-99 Z, un truc comme ça, qui caractérise les activités associatives. Sans plus Les de activités associatives sans plus sans de précision. sans plus de détails que ça. Mmh. Bah, ça, France Travail Spectacle va pas l'accepter. Du coup, tu vas te retrouver à devoir passer par le GUSO qui est pas forcément adapté. À l'inverse, parfois, bah, moi, c'était notre cas, hein, avec notre troupe Splendide Hasard, tu vas faire des statuts bien précis. Alors nous, on va produire un spectacle certes amateur, mais un spectacle quand même, voilà, tout ça, ça. Puis, bah, le la personne à l'INSEE va dire: «OK, producteur de spectacle, on va vous donner le code APE producteur de spectacle» et tu te retrouves et c'est très bien, mais à devoir passer par France Travail Spectacle alors que tu pensais avoir le droit de passer par le GUSO. Ce qui aurait simplifié quand même, pas mal votre, Nous, dans notre cas, on se serait trouvé confronté à une limite de taille, voilà mmh et puis après notre activité de fait, c'était vraiment de l'activité du spectacle, donc c'était très bien que ce soit chez France Travail Spectacle. Voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire, une des erreurs ou une des choses sur lesquelles on voit, au début parmi les gens qui arrivent chez nous que c'est pas toujours suffisamment structuré et du coup derrière ça va générer des doutes ou des problèmes, ça va être justement la rédaction des statuts et Mmh. cetera. Après pas de panique, ça arrive parfois à l'INSEE de lire trop vite, de pas mettre le bon statut ou le bon Ouais, code APE. ouais, On peut écrire à l'INSEE, demander un changement de code, ça prend 15 ouais, jours et ils ouais. changent de code. On peut, s'apercevoir même nous, en relisant nos statuts, se dire, «Bon finalement c'est vrai que cette partie de production de spectacle est pas hyper claire. Nous on voulait juste dire mettre des spectacles sur scène». On peut téléphoner à l'INSEE, hypothétiquement, leur dire C'est un courrier, c'est un mais courrier, ouais. effectivement, ils te l'envoient. Alors nous, c'est pas pour faire de l'auto-promo, mais sur le site de Culture Pay, il y a le courrier type. Voilà Mmh. et toujours dans notre ADN pédagogie simplification. Il y a le courrier type disponible à tout le monde, qu'on soit inscrit ou pas sur Culture Pay et avec les adresses à qui l'envoyer. Donc voilà, c'est un exemple de comme quoi ce problème-là peut se résoudre assez facilement. Mais en tout cas, ça fait partie des choses qu'on voit parfois frapper arriver à notre porte et pas suffisamment structurées et c'est la raison, je crois que je l'évoquais tout à l'heure au début, quand des structures arrivent sur Culture Pay, on va les certifier, on va vérifier que tout est bon et on Ouais. va notamment vérifier ça, que Mmh. les codes APE sont valables. Et donc ces codes APE, ceux qui sont bons, il y en a, 3 ou 127? Une quinzaine, Il y en a en une fonction de ton quinzaine? secteur d'activité. Tu Mmh. en as, 3-4 dans le spectacle, 3 dans l'audiovisuel, Ouais, 2 dans les radios. Enfin voilà, en tout, ça fait une quinzaine de codes APE, d'accord. acceptés par Pôle emploi Donc il est spectacle. quand même relativement «facile» entre guillemets. Je me mets à la place d'une compagnie qui recevrait le courrier, qui lit son code APE, qui dit: «Tiens, ça ressemble pas du tout à ce que je pensais». Comment détecter que tu vas avoir des problèmes éventuellement avec ce code APE-là? Tu as une manière toi de pouvoir dire: «Bon, alors ça va pas, il faut que je téléphone tout Alors, de suite à l'INSEE». ouais, il y a 2 façons de faire. La première, c'est en anticipant et donc par exemple, tu trouveras assez facilement sur internet et notamment sur le blog de Culture Pay, tu trouveras la liste des codes APE qui sont acceptés. Mmh. Ça peut être une première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est un peu plus dans le dur, mais ça marche, c'est de t'inscrire sur Culture Pay. Et tu verras que ton compte ne sera pas certifié et que tu vas vite recevoir un coup de fil de quelqu'un chez nous qui dira: «Alors on ne peut pas vous accepter parce qu'il y a ça qui est pas bon». D'accord, Voilà, du coup, voici la démarche qu'il faut faire pour changer de code APE et dès qu'on a, vu que le code APE était à jour, on certifie. d'accord, OK. Parce que du coup, vous vous occupez aussi éventuellement de faire des démarches de modification dans pour, la compagnie Nous, on ou? va pas faire les démarches de modification, c'est Ouais, la compagnie qui reste autonome sur ces ouais, sujets-là. Nous, ouais. vraiment, notre cœur de métier, c'est la paye, c'est pas Mmh. de corriger, les, erreurs de structuration ou les changements de structuration de la compagnie. En revanche, bah, mine de rien, on en voit quand même passer beaucoup. Mmh. Donc on sait structurer, on sait dire, voilà, on sait dire: «Bah, voilà, Oui, pas de panique, c'est juste le code APE qui est pas bon. Ouais, on vous envoie 2 articles, il y a tout dedans, il y a la liste des codes APE qui sont en fait valables. Choisissez celui que vous voulez et il y a en page B, le courrier de l'INSEE, mmh, avec l'adresse à laquelle envoyer». voilà, Donc tu vois, on a quand même un peu balisé le clé terrain. en main, On a un peu balisé le super terrain, ouais. confortable et je crois que tu voulais aussi rajouter quelque chose par rapport aux conventions collectives, juste avant, tu me disais? Oui, tout à fait, tu as raison. Hem, Finalement, un deuxième, tu me posais la question de quelle est la cartographie des choses qu'on voit un peu dysfonctionner de temps en temps et il y a Ouais. effectivement les questions qu'on se pose sur la convention collective. Est-ce que je rémunère assez mon salarié? Est-ce que j'ai le droit de lui faire, travailler tant de temps? Et cetera. Là-dessus, alors je suis désolé d'avance pour ma réponse qui va être, un peu décevante peut-être ou on aurait aimé avoir plus de conseils, mais là-dessus, mon seul conseil, ça va être de bien consulter sa convention collective, qui est disponible sur Google, hein, Oui, il y tape a sur des grilles de Google, salaire, voilà, exactement. dispo, Nous, on aimerait beaucoup, c'est un peu un de nos fantasmes chez CulturePay d'être en mesure de conseiller sur les salaires minima, et de mmh, pouvoir dire: «Bah, OK, vous embauchez, un comédien ou un artiste de cirque pour tant de jours, bah, le salaire minimum, c'est celui-là». En fait, les conventions collectives sont tellement compliquées, ouais. tellement sophistiquées Mmh. et en fait, on est mine de rien quand même, on essaie de connaître nos clients, on est quand même assez loin des clients, Ouais, qu'en fait, on connaît pas les spécificités. Je vais ouais. donner juste un exemple.
Dans la convention collective de l'édition phono. Donc c'est-à-dire la production de musique, de disques ou les labels pour mettre de la musique sur Spotify ou Deezer et cetera. Dans cette convention collective-là, il y a la possibilité de faire des spectacles de promotion D'accord. et les spectacles de promotion, le salaire minimum d'un artiste qui est sur scène pour un spectacle de promo va dépendre de combien de concerts ils font dans le mois, Mmh. de où se passent les concerts, de la taille de la salle, de combien y avait-il de gens dans la salle le soir même, de combien d'albums ils vont vendre finalement derrière. De combien d'albums ils vont vendre finalement derrière? Mais Oui, c'est super comme ça tu fais une fiche de paie N+1, enfin je veux dire c'est indéterminable. voilà, donc nous là-dessus, on n'est évidemment pas en mesure de conseiller. Bien Voilà. sûr, ouais, ouais, je comprends. Et tiens, dis-moi, ça me soulève une question à mesure que tu en parles. Si par exemple, moi je suis une compagnie qui fait bien son travail, je vais vérifier les annexes, je vois la grille de salaire pour un comédien qui joue, aller dans une salle dont la jauge est de moins de 300 places, qui va jouer uniquement un soir, je m'aperçois que le cachet brut doit être minimum de 147,85 €. Je me dis: «Yes, super, j'envoie sur Culture Pay mon budget global et cetera, j'ai tout bien fait». Sauf que j'ai consulté l'annexe de 2018 et qu'à l'époque c'était 147,85 et qu'aujourd'hui c'est 152,13. Est-ce qu'il y a, une marge d'erreur qui fait que mince, le comédien va pas avoir son cachet alors qu'on était juste à 5 €, zut, du bon respect de la convention collective? Est-ce qu'il y a, moyen en fait de corriger si jamais on a fait une erreur sur ce genre de prestat? Alors j'ai plusieurs éléments de réponse. D'abord, premièrement, il faut corriger. Mmh. Quand on se rend compte qu'il y a une erreur et qu'on est à 147 alors qu'en fait la loi prévoit 152, il faut corriger. On contacte son gestionnaire de paye, Culture Pay ou un autre, et on dit: «Je me suis trompé, j'ai fait Mmh. une paye à 147 alors que je voulais faire une paye à 152. Est-il possible de faire une paye rectificative?» Ouais. Et ton gestionnaire de paye fait une paye rectificative, et calcule les cotisations sociales sur les 5 € qui manquent. Bon, de telle sorte que tu sois dans les clous. Après, est-ce qu'il y a d'autres démarches à faire que ça, informer l'URSSAF et cetera? Non, parce qu'en fait, tout ça fonctionne un peu en silo. Mmh. L'URSSAF, leur job, c'est de récupérer les cotisations sociales pour financer un système social. C'est pas de faire respecter la convention collective. Mmh. Donc en fait, l'URSSAF s'en moque Mmh. que tu sois payé en dessous de la convention collective. C'est pas son job. Mmh. Ceux qui vont éventuellement te rappeler à l'ordre, ça va être éventuellement l'inspection du travail, qui passe par là et qui dit, et encore, qui passe par là et qui dit, bah, ce qui est prévu dans la convention collective ou dans le droit du travail n'est pas respecté. Mais surtout celui qui va être en droit, en tant que toi qui es employeur, hein, celui qui va être légitime à te taper sur les doigts, c'est ton salarié. Bien sûr. Voilà. Évidemment, dans 99,9 des cas, et tant mieux, ça se gère à l'amiable. Mmh. Tu as le droit, enfin, tu as le droit. Tu as fait une erreur, Ouais. ton salarié te dit: «Bah, quand même, on a oublié 5 €». OK, on rectifie, le gestionnaire de paie, il fait machin. Mmh. Si on fait pas ça, bah, le salarié il peut aller au prud'homme, hein. Ouais, Voilà, ouais, c'est clair, voilà. bien sûr. Et en fait, à la fin, celui qui tranche le fait que, bah, oui, en fait, il a manqué 5 €, c'est les prud'hommes. Mmh. D'accord. Et du point de vue de petite question par rapport à France Travail, par rapport à l'intermittence du spectacle, donc on sait qu'il est très, si par exemple un cachet a été édité en dessous du respect des conventions collectives et que donc techniquement, il ne constitue pas véritablement un cachet au moment X, est-ce que France Travail, je sais pas, hein, va être en capacité de dire, «Bah non, celui-là, il compte pas»? Absolument pas. Non, Absolument OK, pas, très et bien. France Travail encore, de la même manière, France Travail, leur job n'est pas de faire respecter la convention Mmh. collective. Mmh, France mmh mh. Travail, leur job est de collecter des cotisations sociales pour Mmh. financer un système de chômage Mmh. spécifique qui s'appelle l'intermittence. Voilà. Ils n'ont ils sont pas là pour dire: «Attention, tel cachet est en dessous de la convention», c'est Mmh. pas leur job, Ouais. et ils sont de toute façon pas en mesure de le vérifier. Parce que moi, j'ai toujours eu ce flip, je t'avoue, de Non mais consulter la grille je comprends. et de me dire: «OK, c'est 128,15». Alors déjà, il faut essayer de bien choisir, bah, le bon tarif, en fait, tout simplement, hein. Exactement. Et ensuite, une fois que tu l'as envoyé, te dire: «J'espère que, tu sais, revoir le PDF». Enfin, j'en suis pas là non plus, mais je me dis: «Il y a peut-être des cas de figure où il y a des gens qui paniquent parce que d'un coup, ils se disent: "Mince, pendant 3 mois, on a utilisé cette grille tarifaire-là qui était désuète et du coup, il va falloir téléphoner pour remodifier, Jean-Louis, il va pas avoir son intermittence", Ouais, enfin, tu en vois? fait, je comprends et c'est normal et c'est tellement bienveillant, tu vois, de penser comme ça, donc c'est Mmh. super. Hem Heureusement, les choses sont pas si systématiques Ouais. et le fait d'avoir son intermittence n'est pas conditionné au fait de voilà, et cetera. C'est mine de rien, les choses sont quand même pas mal décorrélées. Heu, il y a jamais de c'est jamais irrattrapable ce cas-là. On peut faire Mmh. la paye, delta, tu vois, qui permet de corriger. Hem Et voilà, et là-dessus, bah, mine de rien, je trouve que ton exemple, il est très juste et il souligne, l'importance peut-être de se faire aussi accompagner, tu vois, sur ces questions-là. Mmh Alors, mh. pour le coup, pas par un gestionnaire de paye, c'est pas son métier, mais par un syndicat, tu Ouais, vois? tout à fait, ouais. Et aujourd'hui, on les appelle, moi je trouve qu'on les appelle jamais assez ces gens-là, mais il y a des syndicats du milieu de la culture,
qui sont spécialistes des conventions collectives, qui ont des juristes en interne Mmh. et quand tu appelles, ils sont là pour te représenter en tant qu'employeur, ils Absolument. sont là pour t'aider en tant qu'employeur et ils sont censés t'aider sur ces questions-là. Et alors toi et moi, on a parlé de toutes les cotisations qui étaient salariales et patronales, qui sont donc expliquées ou en tout cas représentées sur une fiche de paye, mais si je ne dis pas de bêtises, lorsque tu es employeur, il y a également des cotisations que tu payes de manière annuelle en fonction de ta masse salariale et cetera, qui ne sont pas, elles, représentées sur des fiches de paye. En fait, tu vas payer, à l'AFDAS, à l'URSSAF et cetera et même à certains syndicats d'employeurs et il me semble que c'est obligatoire de s'inscrire auprès d'un syndicat d'employeurs, et donc tu vas payer une cotisation à ce moment-là parce que justement, ces employeurs, eux, travaillent en fait de leur côté pour voter des conventions collectives qui vont nous représenter, qui vont faire qu'on a des droits et cetera. Donc oui, effectivement, contacter les syndicats, on a déjà eu enfin, j'ai déjà eu à le faire dans le cadre de mon activité. Ils m'ont répondu avec, beaucoup de bienveillance et oui, effectivement. Ils sont très compétents, ils sont vraiment là pour ça. Tu as raison, je rebondis sur ton point, effectivement, il y a d'autres cotisations qu'on n'a pas évoquées, qui viennent effectivement financer tout le système qu'on appelle paritaire. C'est-à-dire, bah, les fameuses, personnes dont on parlait tout à l'heure qui se mettent autour de la table pour négocier des choses, Mmh. négocier des conventions collectives. Bah, mine de rien, tout ça, toutes ces négociations-là, ces discussions-là, cette documentation-là, ces juristes-là qui vont avec, se payent et sont payés par les contributions, en l'occurrence plutôt employeurs. Mmh. Hem Effectivement, alors, pendant longtemps, il y a eu un petit double système qui fonctionnait. Ces cotisations-là sont visibles sur les bulletins de salaire parce que c'est bien adossé à des salaires. Mais effectivement, elles étaient pas payées en fin de mois en même temps que les autres cotisations. Mmh. Elles étaient, tu as raison, payées une fois par an. Et il y avait un appel à cotisation et effectivement toujours, tu as raison, il y avait souvent un montant flat fixe, quoi. Donc même si tu embauchais un intermittent et que sur le bulletin, c'était marqué que tu devais 5 centimes, en fait, à la fin de l'année, le seuil minimum, c'était quand même 50. Bon, voilà. Ça tend à disparaître. Ça tend à disparaître et tu as de plus en plus de cotisations sociales qui aujourd'hui de contributions au système paritaire, pardon, qui aujourd'hui fonctionnent comme des cotisations sociales classiques D'accord, OK. et qui sont payées sans le plafond, enfin sans le seuil et sans Mmh. le plafond et chaque mois via la fameuse DSN. D'accord. Voilà. Est-ce que Guillaume, il y a une question que je t'ai pas posée, quelque chose qui te semble, évident, qu'on n'a pas évoqué toi et moi aujourd'hui, que ce soit sur la structuration, sur le fait de devenir employeur dans le domaine du spectacle vivant? Parce qu'on s'adresse quand même majoritairement à des artistes pour faire en sorte, comme le fait Culture Paix, de leur simplifier le monde professionnel. Écoute, il me vient pas une question particulière ou un chapitre particulier, si tu veux, qu'on n'a pas abordé. J'ai l'impression qu'on a quand même couvert pas mal de choses et j'espère qu'on a réussi à le faire Mmh. en restant simple Oui, je pense que là et sans être, rentré dans des détails, trop flippants pour tout ouais, le monde, tu vois? carrément. Non, en vrai, j'ai éventuellement peut-être un petit message, je le dis à la fois parce que c'est notre quotidien, c'est ce que je vais dire, c'est des gens qu'on a tous les jours au téléphone et je le dis d'autant plus parce que là, on est en plein été. Nous Culture P, on revient d'Avignon et on a pu croiser plein de gens du spectacle, voilà. Hem et mon message, c'est que malgré tout ce dont on vient de parler là pendant, peut-être bientôt 2 heures, malgré tout ça, faut pas avoir peur, faut y aller. Voilà, faut continuer à créer, faut continuer à se concentrer sur son travail de metteur en scène, se concentrer sur son même travail de création. Qu'aujourd'hui, on est dans un pays qui a la chance de nous offrir, un cadre pour créer qui est assez exceptionnel avec tout un système de protection sociale. Que là-dessus se sont greffés plein d'acteurs, principalement du privé, qui, essaient, en plus de leur mission économique, hein, essaient à leur petite échelle, de contribuer à ça. Culture P en fait partie, mais nos confrères aussi. Voilà, on a tous un peu cet amour-là, mine de rien, de la culture. Et voilà, et moi aujourd'hui, comme toi, je reviens comme je l'ai dit, d'Avignon il y a une petite semaine. Et voilà, mais quel épanouissement, quelle satisfaction, quel bonheur à chaque fois, tu vois, de découvrir des des comédiens, des metteurs en scène qui se lancent, qui deviennent un peu par accident entrepreneurs, mine de rien, et voilà, mais qui le font vraiment pour l'amour de ce qu'ils sont en train d'écrire et de ce qu'ils sont en train de montrer, et voilà, et ça c'est magique, et faut surtout pas avoir peur de se lancer dans cette grande aventure parce qu'il y a de l'admin, voilà, et effectivement, c'est dense, c'est pas toujours facile. Il y a plein d'acteurs qui sont là pour simplifier la chose, on espère y contribuer. Hem et voilà, mais le plus important, ça reste artistique, il faut surtout pas s'arrêter à l'admin, c'est ça suivra. Voilà. Merci beaucoup Guillaume. Ce sera le mot de la fin, c'est top. J'aime beaucoup ta Bon, vision des choses. Merci d'avoir accepté notre bah, invitation. avec plaisir, merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir de pouvoir, venir parler et montrer un peu, notre vision, puis humblement peut-être,
voilà, simplifier les choses. Ah oui, je pense qu'on a renseigné beaucoup de monde sur des sujets qui peuvent paraître un peu opaques, un peu obscurs, surtout quand on se lance dedans pour la première fois, mais qu'en même temps, il y a une pression parce qu'il faut que légalement le cadre soit là, il faut que les obligations soient respectées, et cetera. Il y a des enjeux financiers. Voilà, c'est un grand pas à franchir que de devenir entrepreneur dans le spectacle vivant, mais c'est possible aussi avec des acteurs comme Culture Paix ou comme La Troupe, bien évidemment. Donc merci encore Guillaume, c'était Merci à toi super. vraiment. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.